Donc d'abord, j'aimerais savoir donc, quelle est votre définition, si vous en avez une, de la bipolarité. C'est-à-dire que la bipolarité, elle est un aspect de la psychose maniaco-dépressive, mais ce n'est pas l'aspect le plus important. Et ça peut porter à confusion. Hein. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, la bipolarité, ça veut dire quoi? C'est que depuis oui, 19e siècle, et par l'école française de psychiatrie et l'école allemande de psychiatrie, ils se sont rendus compte qu'il y avait des sujets qui avaient des problèmes psychiques qui étaient périodiques ou circulaires, cycliques, si vous voulez. Il y avait en principe deux états qui variaient, des pics de ce qu'on a appelé des dépressions et des pics, au contraire, d'agitation. Et que donc, ça crée deux pôles qui sont opposés, qui sont antagoniques, mais qui sont reliés par une logique. Et ce qui nous intéresse, c'est la logique qui les relie, et non pas le fait qu'il existe cette alternance, ces cycles, hein, des hauts et des bas. Donc, parce qu'en fait, ce n'est pas simplement la question des hauts et des bas qui compte, mais c'est il y a un troisième aspect, il y a des moments où il y a des intervalles libres, des moments où, et ce n'est ni une grande dépression, ni une grande manie. Donc, parler en termes de bipolarité, c'est aujourd'hui la tentative de la psychiatrie biologique de revenir à une source organique, de dire que ça c'est une maladie non pas psychologique, mais organique. Vous voyez? Parce qu'il s'intéresse au haut et bas, au comportement, aux faits. Considérer simplement en termes de bipolarité, à mon avis, c'est erroné. Non pas que la bipolarité n'existe pas dans la maniaco-dépressive, c'est un aspect de la psychose maniaco-dépressive, mais il n'est pas le seul, et c'est d'ailleurs trop superficiel de dire comme ça, parce que on ne prend en compte que les troubles de l'humeur, c'est-à-dire le côté comportemental, les côtés extérieurs, si vous voulez, et en plus, il y a une confusion avec d'autres états, comme les états cyclotimiques. Oui, on peut être plus ou moins triste, on peut être plus ou moins gai, mais on n'est pas dans la bipolarité maniaco-dépressive, vous voyez? Oui. Voilà. Oui. Il y a d'autres bipolarités aussi, hein, comme l'anorexie-boulimie. Et là aussi, c'est-à-dire qu'on peut être anorexique boulimique, plus l'un, plus l'autre, ou alterner entre l'un et l'autre, sans être complètement dans la psychose. Alors qu'on peut l'être aussi dans la psychose, et que ça peut être dangereux, il peut y avoir un risque même de fonction vitale, quoi, un risque de mort. Ok, d'accord. Donc, Ensuite, la bipolarité, en fait, et je sais qu'on l'appelle aux états maniaco-dépressifs, mais il faut bien préciser que c'est ça, hein, et que ça ne suffit pas de considérer que c'est de l'extériorisation pure et simple des signes, des symptômes, soit d'agitation maniaque, soit de dépression profonde. d'accord. Mais du coup, comment est-ce qu'on sait qu'on est atteint de psychose maniaco-dépressive, et ou est-ce que c'est quelque chose qu'on devient avec le temps, avec des événements qu'on vit, ou est-ce qu'on a ça déjà en fait par naissance? Voilà, ça c'est encore une question que devrait être réglée depuis très longtemps, mais aujourd'hui, non seulement, oui, le public en général, les psychiatres, les psychologues, certains psychanalystes, les jeunes aussi, qui font des études de psychologie ou de psychiatrie, se posent à nouveau ces questions-là. Ils ne devraient pas se la poser, mais en fait, c'est toujours les questions de inné ou acquis, hein, soit inné, c'est-à-dire qu'on le porte depuis la naissance, soit des choses où on a été influencé par l'environnement. Comme s'il n'y avait que ces deux choses-là. Pareil, là c'est aussi une sorte de bipolarité d'ailleurs, une sorte de dualité. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'on considère que le fait d'être né comme ça, ça voudrait dire que c'est organique, qu'il n'y a rien à faire.
comme si la vie psychique commençait à la naissance. Mais or, la vie psychique ne commence pas à la naissance. Même la vie tout court ne commence pas à la naissance. Et puis peut-être que la vie psychique peut commencer bien avant la naissance, non seulement pendant la vie intra-utérine, où il peut se passer plein de choses. Hein. Oui. Par exemple, si le bébé, avant de naître, a une maman dans l'utérus, sa maman, elle est dépressive, elle est angoissée, elle est toxicomane, alcoolique, ce que vous voulez. Donc c'est pas pareil d'avoir une maman comme ci ou comme ça. Ça va forcément influencer l'embryon, le fœtus, le bébé qui était presque à naître. Vous voyez, un bébé qui vient de naître et le même bébé il y a quelques semaines ou quelques jours, c'est le même bébé. Et presque son état organique et psychique est presque le même. D'accord. Donc, la naissance, bien sûr que c'est une grande différence dans sa vie, sur tout un tas de choses. Mais le fait, par exemple, qu'avant, il n'avait pas besoin de manger, par exemple. Dans la vie intra-utérine, il n'avait pas besoin de manger, ou il n'avait pas, plein de fonctions vitales qui n'existaient pas avant, qui dépendaient de cet environnement maternel. Et donc, on peut considérer même que la vie psychique commence même avant la conception, avant de concevoir un enfant. La vie psychique de cet enfant existait déjà là. Quelque part, parce qu'on se fait, pour cet enfant qui va arriver, on lui a déjà créé une place. Parfois, il y a même presque un prénom, 2 ou 3 prénoms possibles. Il y a déjà un héritage. Et il va occuper telle ou telle place, il va occuper telle ou telle fonction, importante ou pas importante dans la famille. Et il va fonctionner pour garder le couple, par exemple des parents. Ça peut fonctionner comme ça. Il peut fonctionner comme un enfant pour soi, parce qu'on est trop seul, une femme trop seule, qui veut avoir un enfant, parce qu'elle a déjà 40 ou 42 ans et qu'elle a, vous voyez. Ou alors, et donc, il y a une histoire, même si elle ne se dit pas comme ça, il y a une histoire. Et cet enfant peut avoir une histoire. Et cette histoire peut se faire en plusieurs générations. Parce que, par exemple, avant sa naissance, avant même sa conception, il y a eu un autre enfant mort. Oui. Hein? Et que donc, on conçoit un deuxième enfant pour remplacer le premier, qui est décédé. Le fait que le premier enfant soit décédé n'est pas une cause organique du deuxième. C'est-à-dire que le cerveau du premier enfant qui est mort n'a rien à voir avec le cerveau du deuxième. C'est 2 personnes différentes. Ce sont 2 personnes différentes. Donc c'est pas organique. Mais psychologiquement, ça peut être la même chose. Ça peut être la continuité. Comme Dali, Salvador Dali, il avait eu un frère aîné qui s'appelait Salvador aussi, et qui est mort avant la conception de Salvador Dali. Et donc on a fait un deuxième enfant auquel on a appelé aussi Salvador Dali, et qui était donc son frère. Il a pu porter même le même pyjama, il a pu dormir dans le même lit, il a pu avoir, vous voyez, et donc quelque part la relation de la mère, de 2 parents vis-à-vis de ces deuxième Salvador est médiée ou encadrée, impulsée par la mort du premier Salvador. Et donc du coup là, c'est pas organique, c'est pas des connexions neuronales, etc. C'est dans la relation avec sa mère, avec les parents. Donc en fait, et parfois c'est même sans qu'on se rende compte. Donc en fait, entre l'inné et l'acquis, il y a un troisième aspect, qui est un aspect, disons, interrelationnel ou intersubjectif, qui est inconscient. Un autre cas de figure, c'est par exemple le père de cet enfant. Le père de cet enfant, quand il avait 5 ans, son père à lui, c'est-à-dire les grands-pères du petit qui vient de naître, ou son père s'est suicidé devant lui. Ah oui, ça.
ou pendant la guerre, il est arrivé à nos buts et il est mort dans la chambre et l'enfant était juste à côté. Et a vu la bombe exploser et son père mort quand il avait 5 ans. Après donc, il fait un enfant à qui il donne le même prénom, un hommage à son père, lui donne le prénom du bon-père. Donc il porte le même nom et le même prénom. Et il crée avec lui une relation X, qui est un peu comme la continuité de son père mort. Oui, je vois. Et donc du coup, à l'âge des 5 ans de cet enfant, c'est un peu comme si cet enfant était devenu lui quand il avait 5 ans avec son père mort, quelque chose comme ça. Ou quand ces pères-là arrivent à l'âge où le père est mort, il peut avoir aussi un déclic, il peut avoir aussi un... Donc finalement, toutes ces choses-là ne sont pas organiques, ne sont pas somatiques. À la limite, oui, pourquoi pas, elles peuvent aussi s'inscrire dans le somatique, par des angoisses, par des culpabilités, par des angoisses altruistes, par plein de choses. Mais ce n'est pas organique. Donc, ces problèmes-là de bipolarité maniaco-dépressive ne sont pas... Il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a des écoles qui disent « oui, c'est organique, c'est un truc, il y a telle chose-là qui a été modifiée neuronalement ou biochimiquement, et que donc la personne, elle est... » Mais il y a d'autres écoles, comme celle en psychanalyse, et celle que moi j'essaie de faire une théorie sur ça, à partir des cas cliniques, qui dit que non, que ça n'a pas une origine organique. En revanche, il peut y avoir des inscriptions même biochimiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, on risque de perdre son travail, on risque de perdre sa femme, ou par exemple, une femme risque de perdre son mari parce que son mari est malade du cancer depuis quelques mois, et lui, il va être en train de mourir. On ne sait pas quand, mais il est en train de mourir. Et s'il meurt, elle va être dans une situation trop compliquée, financièrement, moralement, etc. Cette femme-là, elle peut développer, et même dans le corps, avoir des sécrétions plus ou moins de telle ou telle chose, vous voyez. C'est-à-dire que le corps humain, le cerveau peut être tellement plastique qu'il peut développer, voilà. Et donc, oui, si vous faites des évaluations du cerveau de cette femme avant ou après cet événement crucial, vous pouvez voir qu'il y a une différence neuronale ou biochimique, ou etc. Okay. Mais ce n'est pas une cause, c'est une conséquence d'un état des faits. D'accord. De la même façon que quand on va à un entretien pour avoir un boulot, ou quand on va à un examen, forcément notre corps il se modifie un tout petit peu. On va avoir un peu plus d'adrénaline, ou si vous allez rencontrer une fille qui vous plaît, vous allez peut-être avoir les joues rouges, ou être plus timide que quand vous discutez avec vos copains. C'est-à-dire que le corps il va réagir en fonction de la fille, parce que pour vous c'est trop important, cet événement-là par exemple. Et à ces moments-là, oui, mais ce n'est pas votre corps qui est la cause de ça, c'est la rencontre avec cette personne. D'accord. Voilà. Merci. Aussi, donc, je vais vous demander si vous connaissiez d'autres différentes formes de bipolarité, mais vous l'avez un peu dit dans votre définition, ça, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Mais oui, parce que vous avez par exemple l'anorexie, boulimie, on en a parlé. Oui, oui, justement. C'est ça. Oui, mais il y a d'autres formes de bipolarité aussi. Hein. Mais là, pour la maniaco-dépressive, il faut considérer une tripolarité déjà entre les moments de profonde mélancolie, et puis ça dépend de chaque sujet, parce que chaque sujet va vivre, et selon les périodes de sa vie, va vivre des choses, ces trucs-là, de façon différente. Les moments de manie aussi, ça peut varier, et puis les moments où c'est ni une chose ni l'autre, ce sont des intervalles libres. Et donc, oui, alors il y a d'autres formes de bipolarité.